que tout peut s'arranger. Moi, je vais aller plus de ce côté-là. Parce qu'on sait que la violence, c'est partout. Et la violence, c'est dans chaque jour, à chaque instant, il y a toujours violence. Alors, si on se met en tête qu'il y a violence et qu'on doit chercher tout le temps à divorcer ou à se séparer, moi, je ne trouve pas que ça, c'est une bonne idée. Et la première des choses, deuxième des choses, dans le deuxième témoignage, j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'amour. Il y avait un manque d'amour d'une part, je peux dire du côté peut-être de l'homme ou de la femme. Parce que si l'un ou l'autre s'aime, ou bien si la femme aime bien son mari, il va le supporter. La violence, on ne peut pas dire que la violence vient de tel pays ou bien c'est pour telle race ou bien c'est pour tel genre de personnes. La violence est partout et dans tous les milieux, dans tous les pays, dans toutes les races. Peu importe les niveaux que vous avez, peu importe la couleur de votre peau, vous pouvez être victime de la violence et ça se trouve partout. Et de deux, je voulais ajouter quelque chose. Si on regarde bien les témoignages de cette jeune dame, la dame, elle a étudié, le monsieur n'a pas étudié. Et il y a une contradiction dans leur façon de vivre. La dame veut des enfants et le monsieur ne veut pas des enfants. Pourquoi il se protège? Pourquoi elle a pris la femme en mariage? Parce que dans les coutumes, quand une femme se marie, c'est pour avoir des enfants. Alors la femme, ayant étudié ici, connaissant ses droits, elle a pris la décision de partir. Mais la base qui a poussé cette dame de partir, c'est les antivaleurs qu'il y a entre les couples. Les deux n'arrivent pas à se mettre au même niveau. Ils n'ont pas eu une même compréhension des choses. La dame ne pouvait pas accepter qu'elle est mariée et qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Elle a pris la décision de partir. Là, ma question serait de savoir, une femme qui prend la décision de partir, de quitter son mari et aller jusqu'au divorce, parce que son mari ne veut pas qu'elle puisse avoir des enfants. Dans ces cas, j'aimerais savoir, est-ce que au niveau des lois ici au Canada, est-ce qu'une femme peut aller se présenter pour tel motif et demander le divorce? C'est ça ma question et puis j'aimerais vraiment avoir les explications. Merci, Maman Anne, pour cette question bien sûr pertinente. Au niveau de la loi au Canada, il y a plusieurs raisons qui pourraient justifier un divorce. Et quand il y a ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur, quand les deux ne parviennent plus à s'entendre, quand il y a certaines décisions ou des décisions qui sont très importantes pour l'un des conjoints où il n'y a pas un consentement, un consensus, ils sont libres de divorcer. Parce que à quoi bon continuer de vivre ensemble quand il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on ne parvient pas à les avoir, plutôt que d'aller commettre l'adultère ailleurs et de venir avec un enfant qui n'est pas du foyer, ça aggraverait la situation chez certaines personnes. Donc il n'y a aucune loi qui mettrait frein à la demande d'un divorce pour incompatibilité d'humeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aurez d'autres questions à propos de la loi de la famille sur une quelconque demande de divorce qui se basait sur le refus de l'un des conjoints d'avoir des enfants ou bien que les deux ne parviennent plus à s'entendre parce qu'ils ne sont pas du même niveau? Moi, c'est toujours dans le deuxième témoignage, là, par exemple, quand j'entends parce qu'on sent déjà, rien quand on parle de l'histoire, on sent déjà qu'il y a un problème de complexe avec le monsieur. Le monsieur n'a pas étudié, donc la dame a beaucoup plus étudié. Et souvent, dans un ménage, quand la dame est plus haut et que le monsieur est en dessous de madame, ça pose toujours certains problèmes. Alors, est-ce que les lois ici au Canada permettent aussi que, par exemple, dès qu'on remarque cette histoire de ce genre de situation dans le foyer, qu'on puisse carrément demander le divorce? Parce que déjà, on sent qu'il y a un problème d'incompatibilité de comportement. Je voudrais être clair que le pays au Canada n'encourage pas le divorce juste pour un oui ou pour un non.
Quand on parle d'incompatibilité d'humeur, c'est dans des cas où il y a vraiment un impact dans l'épanouissement de l'un des conjoints. Et remarquez bien qu'il y a violence quand même. Et selon les lois canadiennes, dès qu'il y a violence, la violence n'est pas du tout tolérée au Canada, la violence conjugale, quel que soit bien sûr son statut ou bien sa race. N'importe quelle femme sur le territoire canadien a le droit de vivre une relation saine. Et qui dit relation saine, une relation dépourvue de violence et d'abus. Alors, dans ce témoignage, nous voyons qu'il y a l'abus. Non seulement il y a ce problème de caractère, si je puis dire, qui ne corrobore pas. Il y a cette question d'enfant qui n'est pas réglée. Le monsieur ne veut pas les enfants alors que la femme veut. Et il y a la violence. La violence, quelles que soient les raisons, il n'y a rien qui justifie la violence. Déjà, du moment où il y a la violence, ça faciliterait encore beaucoup plus. Et quand il y a cette incompatibilité d'humeur, quand les deux ne s'entendent pas, ils se séparent parce qu'à force de continuer à vivre, des problèmes s'accumulent. Et comprenez bien que ce n'est pas que le divorce est pris à la légère ou bien encouragé, parce que nous pensons que quand deux personnes se marient, c'est par amour et c'est dans l'espoir de vivre pour toujours jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ce n'est pas juste se marier pour demain avoir en tête qu'on se marie aujourd'hui, mais demain juste on divorce. Oui. Madame Marie-Louise, un commentaire? Oui, moi je voudrais savoir si par exemple la femme demande le divorce, c'est après combien de temps que le divorce vous sera accordé? Parce que dans d'autres pays, vous pouvez demander le divorce et ça peut vous prendre 5 ans pour avoir le divorce là. Entre-temps, vous êtes toujours avec l'homme. Ça dépend du cas par cas. Il est très difficile de dire que vous demandez le divorce et au bout de 3 mois, vous avez le divorce qui sera prononcé. Ça dépend de la situation de la personne et des faits, des raisons qui sont mises à la cour. Quand on va à la cour de famille, déjà, il y a la demande de divorce. Déjà, c'est toute une paparazzi à remplir, à travailler autour. Il y a les audiences, les demandes qui doivent être faites. Il y a nous sommes francophones. Il faut d'abord être sûr que nous avons un juge francophone. Et très souvent, c'est à la cour de Shepherd, 47 Shepherd. Et c'est là où il est beaucoup plus facile de trouver les juges francophones. Cependant, nous en avons sur Queen, sur University, pardon, and Jarvis. Et ce sont des cours qui sont très, très, très surchargés. Donc, avoir même une audience, ça pourrait prendre du temps, surtout aussi quand il s'agit d'un juge francophone qui sont super chargés par des cas aussi. Déjà qu'ils siègent au niveau francophone et au niveau anglophone. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment, je ne peux pas donner une période limite, dire que vous faites une demande de divorce, par exemple, le 1er avril, et soyez sûr que au mois de juin ou bien d'août, où vous aurez le divorce qui sera prononcé, parce que le processus est assez long. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de papiers à remplir, ça demande de l'argent, et c'est astreignant aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de preuves à rassembler. Et le divorce ne se prononce pas juste comme ça. Il y a aussi cette période de si je peux dire, probation, qu'on permette au couple de bien réfléchir avant d'arriver à ce stade. Il y a cette médiation qui est beaucoup plus encouragée au niveau de la cour aussi. Oui. Quelqu'un aurait une question sur ce cas toujours? Oui, Madame Marie-Louise. Oui, je voulais la médiation là qui peut se faire à la cour. Est-ce qu'il n'y a pas un centre qui s'occupe des couples en discorde? Il n'y a pas un centre? Quand on parle de médiation, c'est effectivement donner une chance au couple de voir est-ce qu'il y a des moyens
de faire des compromis, de ne pas arriver à ce niveau ultime qui serait le divorce. Et nous, par exemple, à Oasis Centre des femmes, nous ne prenons pas la médiation parce que nous utilisons l'approche féministe. Et quand on dit médiation, déjà quand la femme est abusée, il y a ce déséquilibre de pouvoir. L'abuseur a tendance à se mettre un peu au-dessus et la femme se trouve à un niveau inférieur. Et quand il y a médiation, il y a cette intimidation et beaucoup de choses qui tournent autour. Mais dans la vie, dans les autres organismes, effectivement, ils encouragent la médiation. Et un centre spécifique où les couples vont pour la médiation, c'est très souvent au niveau des cours. Il n'y a pas juste un centre où on va dire on y va juste pour la médiation et le travail c'est juste ça. Parce qu'il y a les avocats de l'un ou de l'autre qui essaient de trouver un lieu favorable et un moment favorable pour les deux, c'est-à-dire le mari et sa femme. Et aussi, il y a le représentant de la femme et le représentant de l'homme qui essaient de se rencontrer souvent. On essaie de les mettre dans des chambres, bien sûr, différentes, dans des salles différentes, parce que des fois, le face-à-face, ça crée beaucoup plus de conflits. Et chacun donne ses conditions et on essaie de jouer avec. Donc, c'est quand même assez difficile. Vous voulez dire qu'on ne peut pas créer un service de médiation et n'est pas en mesure de créer un service de médiation pour le cas des divorces, par exemple. En fait, c'est pas que Oasis n'est pas en mesure de créer. C'est l'approche que nous utilisons qui ne permet pas la médiation. Peut-être que j'expliquerai brièvement ce que c'est l'approche féministe. L'approche féministe, c'est redonner ce pouvoir que la femme a perdu. Donc, quand on parle de médiation, il y a des équilibres de pouvoir, comme je le disais. Et l'approche féministe veut que la femme reprenne pouvoir sur sa vie, qu'elle n'ait pas à se soumettre à certaines choses qu'elle n'est pas à l'aise avec. Vous voyez. Donc, c'est cette histoire de empowerment, reprise de pouvoir. Et dans chaque organisme qui travaille avec cette approche, n'est pas pour la médiation. Parce que vous savez, le cycle de la violence, c'est pas facile de le briser. Il faudra que cette femme reprenne du pouvoir, qu'elle se dise, je dis non à la violence, comme dans pas mal de ces témoignages, il y a le mot dénoncer. Toutes ces femmes disent, je dénonce. Dénoncer, c'est dire non, et aussi mettre sur place les mécanismes qui permettent à ces femmes de prendre du pouvoir, les différentes ressources, entre autres les lois canadiennes, qu'elles s'empruntent de ces lois, qu'elles sachent, par exemple, dans telle situation, voilà ce que je peux prendre, voilà ce que je peux faire, je peux passer par là pour arriver à ça. Vous voyez. Donc, c'est un peu différent de ne pas avoir les moyens ou bien de ne pas vouloir et de pouvoir. Ça ne corrobore pas. Parrainé par mon ex-mari Yadji, il est guinéen, tout comme moi. La belle vie m'attendait les bras ouverts. Je faisais des projets énormes, tels que faire des études, chose que je n'ai pas pu faire dans mon pays pour plusieurs raisons. Je m'attendais à une lune de miel infinie, mais j'avais tort. Dès le début, Yadji était très froid, désagréable et surtout très autoritaire. Il n'achetait pas à manger, sachant que je n'avais aucun sou sur moi. Je restais des jours sans rien avaler. Il me disait qu'il n'avait pas assez d'argent pour nous deux, ou pour telle ou telle chose, il faut serrer la ceinture pour pouvoir payer le loyer. Il m'interdisait de regarder la télévision, car pour lui, cela consommait de l'électricité, et au Canada, l'électricité coûte cher. Le fait que je ne parlais pas anglais ne m'aidait pas du tout. Je restais à la maison des jours et des jours, sans mettre le nez dehors. Un jour, j'avais très faim. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'achète à manger. Là, il s'est mis en colère.
Il m'a cogné la tête au mur et le sang jaillit. J'ai paniqué. Que faire? Je n'ai pas de famille, ni d'amis. Il m'a expliqué que ça va être ainsi à chaque fois que tu oseras me parler d'argent. Le rôle d'une femme africaine est de maintenir son foyer. Ou bien tu repartiras d'où tu es venu. J'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, mais pas question de retourner au pays. J'avais tellement peur de retourner au pays que j'ai subi l'impossibilité, battu pour un oui et un non. Il passait devant moi, il me giflait, il repassait, il me giflait. Une semaine après mon accouchement, je lui ai demandé de faire des courses. Là, il m'a battu avec une ceinture. D'ailleurs, elle était tout le temps avec lui, juste au cas où. Il n'arrêtait pas de me menacer qu'il allait retirer son parrainage si je disais quelque chose ou je faisais quelque chose. J'avais peur de retourner au pays. C'était impossible pour moi. Donc je subissais et je restais silencieuse. Je me disais que c'était mon destin. Et puis chez nous, la femme doit subir et se taire. L'abus est considéré comme une chose normale. Même si je décide de partir, comment faire? Où aller avec un bébé? En plus, je n'avais aucune ressource. Je ne parlais pas l'anglais. Je ne savais pas comment faire pour avoir des informations. Il n'y a personne pour m'informer de mes droits. Je ne connaissais rien aux lois canadiennes. Si j'allais voir la police, comment vais-je communiquer en plus? Ils me déporteraient. Peut-être quand je n'ai toujours pas mes documents, comment vais-je faire seul si la G est déportée? Comment faire seul dans un pays comme le Canada, sans lui? Là au moins j'ai un toit avec mon fils, et surtout très loin de mon pays, et mon statut dépend de lui.